Lumière tamisée, une silhouette s'avance sur scène, on imagine bien là les mains moites, le cœur qui bat la chamade, Hmm. et d'un coup, un projecteur, et là, 1200 paires d'yeux qui se braquent sur vous. C'est une image terrifiante. C'est un cauchemar pour beaucoup de gens, mais c'est aussi un moment de potentiel immense en fait. Et c'est exactement de ce potentiel qu'on va parler aujourd'hui. Notre analyse, elle va s'appuyer sur le guide de Chris Anderson, le grand Manitou des conférences TED. Parler en public, c'est ça le titre du livre. C'est ça. Et l'idée, ce n'est pas de nous transformer en comédiens, hein. L'idée, c'est plutôt de décortiquer une philosophie. Une philosophie qui peut faire d'une simple prise de parole un vrai moment de transformation. D'accord. Donc notre mission, c'est de plonger dans ce bouquin pour comprendre comment on peut transformer cette peur viscérale même, en un véritable levier. Et le postulat d'Anderson est assez simple. Il dit que tout le monde peut apprendre à le faire. Et c'est devenu une compétence cruciale aujourd'hui. Avec le web, une seule conférence, si elle est bien faite, peut toucher des millions de personnes. C'est une sorte de super pouvoir. C'est un super pouvoir qui repose sur un principe fondamental et assez contre-intuitif en fait quand on pense à la performance sur scène. Ah oui? Hmm. Ce n'est pas une question de talent, mais de perspective. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. C'est quoi cette perspective? C'est quoi le fondement de la méthode TED? C'est la générosité. Le principe de base, c'est de changer complètement son état d'esprit. L'orateur n'est pas là pour prendre quelque chose, prendre son admiration, son argent. Exactement, il est là pour offrir un cadeau. Et ce cadeau, c'est une idée, c'est un acte de don et non de prise. Un cadeau. J'aime beaucoup cette image. Parce que ça déplace complètement l'enjeu. Tout à fait, On n'est plus dans l'évaluation de soi, quoi. On est dans la valeur de ce qu'on apporte. c'est ça. Et ce changement de posture, il a des effets spectaculaires. Le livre raconte l'histoire de Brian Stevenson, un avocat qui défend des condamnés à tort. Mhm. Il avait un besoin critique de fonds pour son ONG. Mais sur la scène de TED, il n'a jamais parlé d'argent. Il a juste raconté des histoires d'injustice avec une émotion brute. Et le résultat? Le résultat, c'est une ovation de plusieurs minutes et plus de 1,3 million de dollars de dons spontanés qui lui sont arrivés après la conférence. Incroyable. Son acte de générosité a déclenché une vague de générosité en retour. C'est fou. Et à l'inverse, j'imagine que quand un orateur est là pour prendre, Ah oui, ça se sent tout de suite. le public n'est pas dupe. Pas dupe du tout, non. Anderson identifie 4 archétypes de discours à proscrire. Ce sont les 4 manières de prendre, en fait. Le promonde, c'est le boniment. Le discours de vente déguisé, Voilà. Il raconte même avoir dû interrompre un auteur très connu en pleine conférence parce que ça ressemblait, et je cite, à un baratin publicitaire. aïe, ça a dû être un sacré moment de gêne, ça. On peut imaginer. Le deuxième piège, c'est ce qu'il appelle le délayage. Ah, ça je vois bien. Le discours d'entreprise qui nous noie sous l'organigramme, les process. Exactement, sans jamais connecter à l'idée, à la passion derrière le projet. C'est mortellement ennuyeux. Hmm. Le troisième, c'est l'orgueil mal placé. C'est l'orateur qui est là pour briller, pour nous montrer à quel point il est génial. Ah, celui-là, on le connaît tous. J'ai noté une anecdote du livre qui m'a marqué. Un intervenant dans la prestation a littéralement donné la nausée à Anderson, Oui, parce que c'était plein de style, de pose, mais vide de toute substance. C'était du vent, quoi. Et ça m'amène au dernier piège, qui est peut-être le plus courant. le discours décousu. Exactement. Celui où on ne sait absolument pas où l'orateur veut nous emmener. Et c'est là qu'intervient le concept le plus important pour la structure, l'épine dorsale. Le fil conducteur. C'est ça. Chaque conférence doit être construite autour d'une idée centrale, un fil qui relie tout. Sinon, le public décroche. Mais pour trouver cette épine dorsale, il faut faire des choix. Et ils sont souvent douloureux. Douloureux, c'est le mot. Le livre cite Brené Brown. Elle a une formule assez radicale. Oui, je vois laquelle. Elle dit « Faites un plan, coupez-le en deux, faites le deuil de la moitié perdue, puis sabrez encore 50%. C'est énorme. Sabrer 75% de son plan, c'est terrifiant. On se dit qu'on va perdre l'essentiel, que les gens vont rien comprendre. Comment on surmonte cette peur de trop simplifier? C'est le piège classique. On veut tout dire, de peur de ne pas être assez complet. Mais la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que je peux caser en 18 minutes. C'est plutôt C'est plutôt quelle est la seule idée précieuse que je peux construire de manière solide dans l'esprit de mon public en 18 minutes. Il faut sacrifier l'exhaustivité. au profit de la clarté et de l'impact. Exactement. Une seule idée bien plantée vaut bien mieux que 10 idées juste effleurées. Clair. Mais
Une bonne idée, ça ne sert à rien si le public a déjà érigé des murs, s'il se méfie. Comment on obtient ce fameux laisser-passer pour rentrer dans leur esprit? Ah, c'est toute la subtilité de la connexion humaine. Avant de construire quoi que ce soit, il faut d'abord établir la confiance. Et les outils les plus simples sont souvent les plus efficaces. Comme? Regardez les gens dans les yeux, un par un vrai sourire. Ça peut paraître banal, Oui, mais notre cerveau reptilien, il est programmé pour détecter la sincérité dans le regard. c'est la base. Oui. Mais ça ne suffit pas toujours à faire tomber les murs si, surtout face à un public. Sceptique, Non, ça ne suffit pas toujours. Pour aller plus loin, il faut un outil plus puissant et, et beaucoup plus déstabilisant pour l'orateur. c'est-à-dire la vulnérabilité. C'est contre-intuitif. On pense qu'il faut paraître fort sur scène, mais c'est souvent en montrant une faille qu'on crée le lien le plus fort. On revient à notre personne terrifiée sur scène là. Au lieu de cacher ses mains moites, elle pourrait presque les utiliser. Presque. L'exemple le plus poignant du livre, c'est celui de Sherwin Nuland, un neurochirurgien qui donnait une conférence très technique sur les électrochocs. D'accord. Et au milieu de son exposé, il fait une pause et il avoue, la voix tremblante, que cette thérapie lui a sauvé la vie 30 ans plus tôt. Il était au fond de la dépression. Waouh. Et d'un seul coup, la conférence est passée d'un exposé scientifique à un témoignage humain, bouleversant. Le public était totalement captivé. On ne peut pas faire plus authentique. C'est un peu ce qu'a fait Monica Lewinsky aussi, non? Elle est montée sur la scène de TED pour se réapproprier son histoire. Pour ça. Elle a commencé par admettre sa terreur d'être là. Et elle a gagné l'empathie du public avant même de commencer son argumentation. Mais attention, il y a une mise en garde importante de Brené Brown sur ce sujet. Oui, La vulnérabilité doit servir l'idée, le message. Ce n'est pas un déballage narcissique. La règle d'or, c'est ne partagez jamais quelque chose que vous n'avez pas encore totalement digéré vous-même. La scène n'est pas un divan de thérapie. c'est un équilibre délicat. Si on n'est pas prêt pour ce niveau de mise à nu, il y a une option plus légère, j'imagine. Oui, heureusement, l'humour. L'humour. L'humour, c'est une arme de déconstruction massive des barrières. Le cas de Ken Robinson est fascinant. Sa conférence sur la créativité, c'est l'une des plus vues de tous les temps. Mhm. Pendant les 11 premières minutes, il ne fait que raconter des anecdotes et faire rire la salle. Et quand il aborde enfin son sujet, qui est sérieux, le public est déjà conquis. Il a créé ce lien de complicité. J'aurais trop peur de faire une blague qui tombe à plat. Ça doit être le silence le plus assourdissant du monde. C'est une peur légitime. C'est pour ça que le livre déconseille les blagues écrites. L'humour qui fonctionne le mieux, c'est celui qui vient d'anecdotes personnelles. L'autodérision. D'accord. Et bien sûr, on évite à tout prix les sujets qui peuvent diviser. La politique, la religion. L'objectif, c'est de rassembler, pas de cliver. Logique. Et après l'humour, il y a l'outil ultime de connexion, celui qui est câblé dans notre ADN, on dirait. Le récit, le storytelling. Exactement. Notre cerveau est une machine à histoire. On est les descendants de ceux qui, autour du feu, écoutaient les récits. Une bonne histoire nous fait s'oublier qu'on est dans une salle de conférence. Hmm. Pour illustrer ça, le livre compare deux versions d'une même anecdote de pêche. La première commence par «Mon père m'a jeté par-dessus bord en pleine tempête. J'avais 8 ans.» Ah oui, là on est tout de suite happé, choqué même. On veut savoir la suite. Voilà. Et la deuxième version, c'est un fatras innommable, selon les mots du livre. Carrément. Elle commence par des détails inutiles, elle révèle la fin trop tôt, elle tue tout le suspense. La leçon, elle est claire. Une histoire, ce n'est pas juste une suite d'événements, c'est une construction. Il faut élaguer. Il faut tout élaguer, tout ce qui n'est pas essentiel pour garder le drame, l'émotion, le sens. Connecter, c'est une chose. Mais après, il faut livrer la marchandise, comme on dit. Surtout si le sujet est complexe. Comment on fait pour expliquer un truc pointu sans perdre tout le monde? Le secret, c'est d'allumer la curiosité avant de donner l'explication. Il faut créer ce que le livre appelle une lacune de connaissance. Une énigme en quelque sorte. C'est ça, une question qui démange l'esprit du public et qui le pousse à vouloir la réponse. Un exemple concret? Le meilleur, c'est celui de Dan Gilbert sur la science du bonheur. Il ne commence pas par sa théorie. Non, il commence par poser des briques. Première brique. Notre cerveau a triplé de volume, développant une nouvelle partie, le cortex préfrontal. D'accord, je suis intrigué là. Deuxième brique, il utilise une métaphore. Ce cortex, c'est un simulateur d'expérience. Il nous permet d'imaginer des futurs. Et puis vient le coup de grâce. Il affiche une slide. Oui, Deux groupes de personnes, des gagnants au loto et des personnes devenues paraplégiques.
Il révèle qu'un an après, les deux groupes sont revenus à un niveau de bonheur équivalent. Attends, quoi? Ça n'a aucun sens. Mon cerveau refuse d'accepter ça. C'est... c'est totalement contre-intuitif. Et voilà, la lacune de connaissance est béante. Votre esprit hurle «Comment c'est possible?» Et c'est seulement à ce moment-là, quand le public est en demande, que Gilbert dévoile sa théorie. Le système immunitaire psychologique. Notre capacité à fabriquer notre propre bonheur. Et là, l'idée n'est pas seulement comprise, elle est accueillie comme une révélation. C'est magistral comme construction. On voit bien les outils. Introduire les concepts un par un, les métaphores fortes, créer un mystère, tout ça pour éviter ce que le livre appelle la malédiction du savoir. C'est exactement ça. Ce truc qui arrive quand un expert nous parle et qu'on a l'impression qu'il parle chinois parce qu'il oublie qu'on n'a pas ses bases. La difficulté pour un expert, c'est de se souvenir de ce que c'est que d'ignorer ce qu'il sait. Il faut se mettre à la place du novice et ne rien considérer comme acquis. Bon, alors on a le contenu, la structure, la connexion. Mais tout ça peut s'effondrer le jour J à cause du stress. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose, on apprend par cœur ou pas? Et la réponse du livre est ça dépend de vous. Il n'y a pas de règle d'or. L'anecdote du physicien brillant qui s'est complètement planté en essayant de mémoriser un texte. Oui, contre sa nature. C'est très parlant. Et à l'inverse, le prix Nobel Daniel Kahneman, lui, est incapable de parler sans avoir son texte sur un pupitre. Donc le but, c'est de trouver ce qui nous met le plus à l'aise, nous. C'est ça, pas de suivre une règle. Il doit bien y avoir un juste milieu quand même. L'impro total, c'est risqué. Le par cœur, ça peut sonner tellement faux. Le juste milieu, c'est ce que Dan Gilbert appelle l'approche du concert de jazz. Il a une structure très écrite, des phrases clés mémorisées, mais entre ses piliers, il s'autorise à improviser. Ah, d'accord. C'est le meilleur des deux mondes. La sécurité de la structure et la fraîcheur de la spontanéité. Et les fameux slides PowerPoint, qui sont souvent la mort de l'ennui. C'est quoi la règle TED? Elle est simple et brutale. Adieu les slides rasoirs. On bannit les diapos remplis de phrases que l'orateur se contente de lire. Parce que le public lit plus vite qu'il n'écoute. Donc c'est une distraction. Un slide ne doit pas répéter ce que vous dites, il doit le compléter. Une photo saisissante, un graphique épuré, une citation. L'image pique la curiosité, elle ne sert pas de prompteur. D'accord. Et maintenant, le monstre final. Le trac. Le vrai. Celui qui noue l'estomac. La première chose, c'est de changer de regard sur l'adrénaline. Ce n'est pas votre ennemi, c'est votre carburant. Le livre conseille de la canaliser. Respirer, boire de l'eau. Et même faire du sport. Oui, Chris Anderson avoue faire des pompes en coulisses avant de monter sur scène, pour transformer l'énergie nerveuse en énergie positive. Faire des pompes, il faut y penser. Mais au-delà du physique, il y a la spirale mentale. La peur d'être jugé, de bafouiller. Le conseil le plus puissant, je trouve, vient de Monica Lewinsky. Pour surmonter sa peur panique, elle s'est concentrée sur sa mission, sur le pourquoi elle était là. Hmm, En haut de ses notes, elle avait écrit en lettres capitales « C'est ça qui compte ». c'est un rappel. C'est un rappel constant pour sortir de son propre ego et se reconnecter à l'idée qu'on est venu offrir. Il ne s'agit plus de « moi », il s'agit du cadeau. C'est très fort. Et pour finir, la présence physique. J'ai tendance à me balancer d'un pied sur l'autre quand je suis nerveux. C'est un classique. Le conseil, c'est de se tenir bien ancré sur ses deux pieds, d'utiliser ses mains naturellement, comme dans une conversation. Mais le conseil ultime, celui qui englobe tout le reste, c'est l'authenticité. Ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Jamais. Le public sent l'imposture à des kilomètres. Il y a une citation de l'autrice Mary Roach qui résume tout. Ah oui. Une Mary Roach pétrie d'angoisse valait mieux qu'une Mary Roach tentant désespérément de devenir une autre. C'est excellent. Ce qui est fou, quand on prend un peu de recul, c'est que toutes ces techniques, la vulnérabilité, l'humour, le récit, même le conseil de Monica Lewinsky, tout ça converge vers un seul but, Lequel? faire taire notre ego. Chaque outil nous force à abandonner l'idée de performance pour se concentrer uniquement sur le cadeau qu'on fait au public. La générosité dont on parlait au début, c'est vraiment le fil rouge de tout le livre. C'est l'alpha et l'oméga de la philosophie TED, c'est vrai. Et ça nous amène à la pensée finale du livre, une citation du philosophe Dan Dennett, qui met tout en perspective. Je vous écoute. Il dit « Le secret du bonheur, le voici. Trouvez quelque chose qui compte plus que vous et consacrez-y toute votre vie. Appliqué à la prise de parole, ça change absolument tout. Notre personne terrifiée sur scène, si elle n'est pas là pour sa propre gloire, mais pour servir cette chose plus grande,
sa peur n'a plus la même place. Elle devient secondaire, l'exercice n'est plus un examen où on risque d'être jugé, ça devient un acte de service, Hmm. un moyen de consacrer son énergie à partager une idée qui mérite d'être entendue. Et soudain, la peur de l'échec personnel perd énormément de son poids face à l'importance de la mission. L'enjeu n'est plus de savoir si on va être bon, Mhm. mais si l'idée va passer. Et ça, c'est une motivation bien plus puissante que la peur.